L'épisode 2 élargit considérablement l'univers de la série, avec de nombreuses intrigues et davantage de personnages à suivre. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Si Maximus et la confrérie de l'acier restent au cœur de cet épisode, on retrouve également Hank McClane et les résidents de l'Abri 31. Il en résulte un épisode divertissant, mais particulièrement dense. Bien que de nombreuses intrigues finiront probablement par se rejoindre, on a indéniablement l'impression que la série est surchargée dans les 2 premiers épisodes. Cela affecte le rythme, un problème nouveau que la saison 1 n'avait pas rencontré. Les résidents de l'Abri 31 occupent une place importante. Dans la première saison, les abris étaient fascinants car le public n'en savait rien. Un mystère plus vaste plane toujours autour d'eux, mais cela est moins captivant que d'autres aspects de l'épisode. La semaine dernière, je me demandais si en repoussant le retour de Maximus et de la confrérie de l'acier au-delà du premier épisode, nous serions contraints de consacrer une bonne partie de l'épisode de cette semaine à un récapitulatif des événements et à la réintroduction de certains concepts. Heureusement, aucun de ces problèmes ne perturbe le second épisode, qui se concentre d'emblée sur l'expansion de l'influence de la confrérie et la préparation d'une violente rébellion parmi ses membres. Les tensions entre factions sont au cœur de Fallout New Vegas, le jeu vidéo qui a le plus inspiré cette saison, et l'idée de les transposer dans les actions de la confrérie est excellente. La confrérie se révèle être une alliance fragile de plusieurs petits groupes plutôt qu'une force unifiée. Maintenant qu'ils complotent avec des groupes du Grand Canyon, de Yosemite et de Coronado, il sera fascinant de voir comment Quintus tente de prendre le contrôle de la confrérie au sein de la section du Commonwealth basée à Boston. Surtout avec l'arrivée de dernière minute de son agent de liaison, le paladin Harkness. Les premiers pas dans ce périple sont un véritable spectacle. Les vertiptères qui tournoient, les éoliennes qui tournent, les plans larges du désert et le thème musical exceptionnel de Ramin Djawadi, emblématique de la confrérie de l'acier, se conjuguent pour conférer à la révélation de la nouvelle base militaire de Quintus une grandeur digne de Dune. Bien sûr, Fallout ne peut pas rester totalement sérieux. La base est en réalité la zone 51 et un extraterrestre est caché dans le congélateur, 2 des révélations les plus hilarantes de l'épisode. Ces séquences ne manquent jamais de souligner à quel point les chevaliers de la confrérie, incroyablement imposants, d'une violence redoutable et vêtus d'armures énergétiques, sont d'une stupidité affligeante. Cet épisode est peut-être le meilleur exemple à ce jour de leur tendance enfantine. Les guerriers passent leur temps à se battre ou à manipuler des grenades à plasma. Alors que la guerre civile se profile, il semble que la confrérie sera au cœur de l'une des intrigues majeures de la saison, au lieu de servir une fois de plus de simple arrière-plan aux aventures de Maximus. Cela ne signifie pas pour autant qu'il soit réduit à un simple personnage secondaire. Devenu un membre obéissant de la confrérie, totalement insensible à la violence, il a été brisé et transformé par Quintus durant les semaines qui séparent les événements de chaque saison, à tel point qu'un jeune méprisant finit par l'admirer. Maximus a toujours été faible, indécis et facilement manipulable, mais il est désormais plus évident que jamais qu'il ne maîtrise ni son identité ni son destin. Certes, il est enfin devenu le chevalier qu'il a bâti par le mensonge, capable de tuer un homme 2 fois plus grand que lui, mais il n'en est en rien responsable. L'existence pathétique de Maximus est rendue d'autant plus tragique par la scène d'ouverture, qui nous ramène à son enfance dans la funeste Shady Sands. Le scénariste Chris Brady Denton retranscrit avec justesse l'émotion des adieux précipités de la famille de Maximus, consciente qu'elle va être rayée de la carte par une frappe nucléaire. Alors que le garçon est enfermé dans le réfrigérateur de la cuisine, son père le rassure « Tu seras un homme bien ». Quelle déception ce sera alors de voir à quel point Maximus est devenu lâche. Le contraste entre les 2 époques est saisissant et trace le chemin que Maximus devra sans aucun doute emprunter cette saison. Il est temps de rendre son père fier. En parlant de père fier, la destruction de Shady Sands est, bien sûr, l'œuvre de Hank McClane. Le flashback confirme qu'il est un véritable monstre, car c'est la première fois que l'on découvre à quel point la ville était devenue prospère. Autrefois un simple ensemble de champs et de bâtiments dans les chronologies de Fallout 1 et 2, elle était devenue un incroyable bastion de progrès, avec un accès à l'eau potable, et Hank a tout anéanti en un instant. On savait depuis le début que sa femme et sa fille avaient fui son abri pour venir vivre là-bas, mais la saison 1 laisse en suspens la question du lien entre l'attentat et les plans de Voltec. Cette question se complexifie encore davantage maintenant que l'on sait que l'explosion a été provoquée par un homme avec une des puces de contrôle mental que Monsieur House testait dans le flashback de la semaine dernière. Hank, House et Voltec sont tous liés, mais je ne pense pas que la relation entre les 3 soit aussi simple que la réunion du conseil d'administration du final de la saison 1 l'a laissé entendre. Ce sera un grand mystère à élucider au cours des prochains épisodes.
Bien sûr, avec Kyle MacLachlan, impossible d'être totalement sérieux, et son montage d'essais et d'erreurs avec des souris est l'un des moments les plus drôles de l'épisode. On y trouve une multitude de détails amusants, la musique entraînante, le minuscule bureau Voltec transformé pour un rongeur, le yo-yo incessant et le timing parfait de chaque explosion de souris. Et si c'est amusant, tout cela sert surtout à montrer les failles de la technologie des puces de contrôle. Un procédé similaire est utilisé dans le flashback de Shady Sands où le marchand ambulant sous contrôle mental répète en boucle « Patrouiller dans le Mojave donne presque envie d'un hiver nucléaire ». C'est un clin d'œil au jeu vidéo New Vegas où les restrictions budgétaires obligeaient des dizaines de personnages à travers les terres désolées à répéter la même phrase. Mais ici, tout devient une manière intelligente et drôle de dépeindre les lacunes de la technologie. Norm, qui se retrouve à la tête d'une bande de cadres intermédiaires incompétents après avoir décongelé la population de l'abri 31 la semaine dernière, nous offre également quelques moments d'humour. Conscient du peu de temps d'écran accordé à cette intrigue, l'histoire avance à un rythme effréné et tout le groupe est de retour à la surface avant le générique de fin. L'intrigue de Norm, qui s'était développée très lentement l'année dernière, avait certes porté ses fruits, mais elle exigeait de la patience, passant d'une simple distraction à l'une des révélations clés de la série. Je suis ravi que le rythme se poursuive ici, au lieu d'être remis à zéro, tout en ponctuant le tout de nombreuses blagues sur les habitants idiots de l'abri. L'intrigue répond aux besoins comiques plus sérieux de la série sans paraître insignifiante. Un principe que j'espère voir appliqué aux intrigues des abris 32 et 33, absents cette semaine, lors de leur retour dans les épisodes suivants. Alors que Norm contemple l'océan et le ciel pour la première fois de sa vie, sa sœur poursuit sa longue marche à la recherche de leur père, à près de 500 km à l'intérieur des terres. De façon un peu frustrante, Lucy et la Goule sont une fois de plus coincés dans un récapitulatif cette semaine, embarqués dans une quête secondaire qui rappelle étrangement leur passage au Super Duper Mart la saison dernière. Lucy aurait pu abandonner la Goule après sa trahison, mais elle lui avait au contraire donné les médicaments qui le ramenaient à la vie. L'histoire se répète, Lucy est sur le point de le laisser pour mort après une nouvelle scène de violence gratuite, mais elle promet de revenir le chercher, prouvant ainsi qu'elle est tout le contraire de lui. Le parallèle entre ces deux scènes est d'autant plus frappant que leur dispute initiale figure dans le récapitulatif des épisodes précédents. Une fois de plus, leur relation semble stagner, ou peut-être sont-ils tout simplement si incompatibles qu'aucune évolution n'est possible. Ce n'est qu'une fois la saison terminée que nous saurons si cette impression de développement arrêtée a fonctionné ou non. Cela ne veut pas dire pour autant que Lucy et la Goule ne s'amusent pas. Bien au contraire, on assiste à une rencontre délicieusement chaotique avec des rats scorpions, un monstre emblématique, magnifiquement mis en scène grâce à des effets visuels époustouflants. On retrouve également, tout droit sorti des jeux, le dilemme classique du choix entre ces deux personnes en détresse, où Lucy doit décider qui, parmi les mourants, mérite le plus son dernier Steam Pack. Bien sûr, le fait que Lucy choisisse la femme en tunique, un choix apparemment évident entre une mortelle vulnérable et un mutant de 200 ans, pour ensuite se retrouver plongé dans l'antre de la Légion de César, la faction la plus cruelle de New Vegas, est une adaptation magistrale des conséquences imprévues des jeux vidéo. L'épisode de la semaine prochaine, où l'on en apprendra davantage sur les ravisseurs de Lucy, promet d'être un régal. Après sa capture par la Légion, la naïveté de Lucy sera mise à rude épreuve. La Goule lui a conseillé de laisser la femme hurlante mourir, mais Lucy pensait qu'elle devait l'aider, car elle aurait souhaité être secourue si les rôles étaient inversés. Toutefois, sauver cette femme plonge Lucy dans un monde de danger. La Légion est une société esclavagiste, impérialiste et une dictature totalitaire fondée par Édouard Salo, alias César. César se prend pour un empereur et utilise ses ressources pour conquérir et asservir les tribus des terres désolées. Il règne du main de fer sur les colonies civilisées du sud-ouest américain. Comme son nom l'indique, la Légion de César s'inspire des forces militaires de l'Empire romain. Ses membres réinterprètent le langage, l'esthétique et les traditions romaines dans ce nouveau monde post-apocalyptique. La Légion de César joue un rôle majeur dans Fallout New Vegas, le jeu dont s'inspire largement la saison 2. Dans New Vegas, vous incarnez un personnage simplement appelé le courrier. Envoyé livrer un colis à New Vegas, le courrier se retrouve mêlé à une lutte de pouvoir pour le contrôle de la ville. Puisque les jeux Fallout suivent un modèle de jeu de rôle où le joueur influence le déroulement de l'histoire, le destin de la Légion varie selon ses choix. La Légion est au cœur de l'une des nombreuses fins possibles du jeu, mais il est possible que ce ne soit pas celle que les créateurs de la série télévisée choisiront. Dans l'une des fins possibles de New Vegas, César pénètre sur le strip et chasse la Nouvelle République de Californie de la ville. La Légion repousse la RNC jusqu'à l'avant-poste du Mojave, puis occupe tous les points stratégiques de la ville. Elle réduit en esclavage la majorité de la population et règne sur le reste des habitants. Sous le contrôle de la Légion, la civilisation parvient à renaître dans le désert du Mojave, une civilisation déformée marquée par l'esclavage. C'est une fin sombre, mais aussi l'une des plus porteuses d'espoir, même s'il reste à voir si les scénaristes de la série télévisée comptent l'adapter. Il existe plusieurs autres possibilités.
La présence de la Légion de César dans la saison 2 confirme que la série adapte l'intrigue de la guerre civile du jeu vidéo, où diverses factions rivales s'affrontent pour le contrôle effectif de New Vegas. La série introduit déjà plusieurs factions qui se disputent le territoire du Mojave, suivant ainsi fidèlement le jeu. Lorsque Lucy est capturée par la Légion à la fin du deuxième épisode, on découvre qu'il s'agit d'un groupe impitoyable de marginaux, doté d'un nombre impressionnant d'hommes. Lucy et la Goule devront relever de nombreux défis pour les chasser de New Vegas, ce qui promet une action spectaculaire pour le reste de la saison. Un peu brouillon en espérant que ça se resserre dans les prochains épisodes. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye et joyeux Noël. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Dai, dai, dai.